Je me présente, je m'appelle Amélie Lepay, je suis originaire de Saint-Malo. J'ai fait mes études d'architecture à Rennes, j'étais diplômée en 2007. Ensuite, j'ai travaillé chez un architecte sur le centre ancien de Rennes, les immeubles en torchis. Et on se posait beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire des remplissages terre, est-ce qu'on pouvait réparer, et sans réponse forcément sur ces éléments-là. Donc moi j'ai eu envie de partir, j'ai fait une formation à Grenoble de 2 ans en diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture de terre au Cratère, à l'école d'architecture de Grenoble. Sur ces 2 ans-là, j'ai pu approfondir vraiment mes connaissances sur le sujet. En 2008, il n'y avait pas beaucoup d'informations pour les jeunes archis qui sortaient, donc ça m'a vraiment permis d'avoir une base de compétences, je dirais, solide. J'ai fait un mémoire sur l'utilisation de la terre, sur l'entretien des immeubles en torchis du centre-ville de Rennes. Et ensuite, j'ai été intégrée à l'issue de mon stage dans une entreprise de maîtrise d'œuvre chez des ingénieurs pour faire la direction de travaux. Réhabilitation de bâtis anciens, immeubles en torchis. Ensuite, je suis partie une année au Brésil en expatriation et à l'issue de cette expérience, je suis revenue à Rennes et j'ai créé mon agence d'architecture, donc spécialisée en intervention sur bâtis anciens. Une agence d'architecture classique en libéral, donc en 2013, donc ça, on a fêté les 10 ans récemment. On intervient en libéral auprès des copropriétés sur la réhabilitation des immeubles en torchis. Et en 2017, j'ai créé la société de construction Terra Architecteur, qui fait partie de la coopérative des architecteurs. Donc on est contractant général et on va faire de la construction, clé en main, prix et délai garanti, sur la partie terre crue, donc surtout on fait principalement de la réhabilitation de maisons en bauge pour des particuliers. On a la chance d'avoir un patrimoine en terre qui est exceptionnel, sur tout le bassin rennais. Et aussi il y a une dynamique, c'est-à-dire que moi quand je suis revenue d'expatriation, je suis allée voir aussi l'association Thiès Braze, donc j'étais administratrice pendant 9 ans là-bas, on a cette dynamique-là d'avoir des personnes qui ont envie de réhabiliter et de le faire bien. Donc c'est plutôt un socle, je dirais, une base favorable pour s'implanter au niveau professionnel. Et c'est vrai, quand on a fait le business plan au départ, on s'est dit, c'est vrai que là, il y a tout pour réussir. Parce qu'il y a un patrimoine, autant dans les villes, il y a des très beaux immeubles en torchis, autant dans les campagnes, on a de la bauge. On a déjà cette culture constructive locale, même si il y a eu un gros ralentissement, elle a été plus utilisée, puisqu'on voit bien avec l'industrialisation de la construction qu'il y a eu d'autres modes constructifs, mais on a quand même du patrimoine qui est là et qui est réhabilité. Et des personnes, une envie des Bretons et des gens qui habitent autour de Rennes de le faire bien, grâce aussi à un réseau d'associations dynamiques. Donc voilà, tous ces facteurs-là ont fait, plus le côté personnel, parce que voilà, j'étais attachée à la région, ont fait que je me suis installée ici en 2013. Donc Thiès Braze, en fait, c'est une association qui existe depuis bien plus de 40 ans maintenant, qui est une association de sauvegarde et de protection du patrimoine. À l'origine, en fait, elle faisait partie de Maisons Paysannes de France. Et il y a bien longtemps déjà, en fait, ils ont créé en fait, l'association sur la Bretagne historique, donc sur les 5 départements bretons. Une association qui a pour objet donc de sauvegarder la culture constructive, de mettre en valeur le patrimoine. Donc il y a des conférences, il y a des stages pour apprendre à faire soi-même, par exemple. Ça m'arrive d'envoyer mes maîtres d'ouvrage, je leur dis voilà, allez faire le stage enduit terre, allez faire le stage plancher quenouille avant de le faire chez vous. Également, il y a des expositions. Moi, ça m'arrive des fois de faire appel à eux, par exemple, quand je fais des visites de bâtiments exceptionnels pour essayer de sensibiliser la population. Je pense particulièrement au presbytère d'Irodware. On a fait une visite et une exposition avec eux, une exposition numérique, pour donner envie en fait, aux habitants de comprendre que c'est un patrimoine exceptionnel, qu'il fallait le préserver. À quel moment j'ai eu la prise de conscience? En fait, moi, j'ai toujours eu des valeurs assez écologistes, protection de la nature. J'ai été longtemps éclaireur-éclaireuse de France, donc on était beaucoup tous les étés dans la nature. Donc j'ai décidé de faire des études d'architecture. Et je suis partie une année au Mexique, faire ma 4e année au Mexique. J'étais à Guadalajara. Et j'habitais dans une maison en adobe. Et je me suis posé pas mal de questions parce que cette maison-là, à 1800 mètres d'altitude, il n'y avait pas de clim. Elle était très confortable. Et je me dis, mince, par rapport aux maisons contemporaines, cette maison-là dans laquelle j'habite, elle est vraiment
vraiment bien. Et donc j'ai eu la chance aussi de visiter beaucoup de régions au Mexique où la culture constructive en terre, elle est vivante. Donc on a autant du patrimoine que du neuf aussi en construction. Ensuite, quand je suis revenue en Bretagne, donc pour ma 5e année, je dis mais en fait il y en a partout aussi chez moi. C'est vraiment ça m'a vraiment le déclic, ça a été que j'ai rencontré l'adéquation entre mes études et mes valeurs personnelles. Et je me suis dit ouais, c'est ça que je vais faire pour me sentir bien aussi dans ce que je fais. Autant dans mon projet professionnel, je vais être en accord avec ce que je ressens. Et donc j'ai fait mon projet de fin d'études là-dessus, j'ai fait un premier stage d'1 semaine chez un maçon. J'ai fait des interviews aussi, comme vous faites un petit peu, j'étais allée voir les maçons du coin. Et j'ai présenté un projet de fin d'études sur des constructions neuves en terre. Donc à l'issue de ça, je suis allée faire un stage de fin d'études chez l'architecte que j'avais choisi parce que lui, il avait aussi des projets autour de la terre crue. Il avait construit avec Cratère un lotissement en terre à Romilly dans les années 80. Et donc j'étais allée voir ce lotissement-là. Donc j'ai ciblé ma première agence d'archi parce qu'il en faisait un petit peu. Mais pour autant, il n'avait pas beaucoup plus de compétences. Et donc c'est pour ça que je suis allée au Cratère. Pour intégrer la valeur humaine, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup de respect qu'on a, nous, à l'agence, vis-à-vis des entreprises de travaux et particulièrement des maçons. Mais pas que, ça avec les charpentiers aussi. Ensuite, grâce à la société de construction, donc Terra Architecture, donc moi je peux choisir mes sous-traitants. Donc en l'occurrence, je vais créer mon équipe en fonction du projet et je vais pouvoir aller voir le maçon et lui dire tiens viens, on va faire ce projet-là ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Et l'intégrer en fait assez rapidement au projet. Donc ça va permettre souvent de proposer des solutions techniques, comment je dirais, est-ce qu'on peut dire innovant? Je dirais, en fait, les impliquer en amont sur le projet, ça permet, je trouve, d'améliorer la qualité du projet. Et après, l'autre chose qu'on fait, c'est comment dire? La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on va intégrer souvent le maître d'ouvrage. Il va pouvoir faire, par exemple, une partie des travaux lui-même. Ça m'arrive régulièrement et c'est le chantier, on va aller voir tout à l'heure par exemple, où le maître d'ouvrage, on va s'occuper de toute la partie structurelle sur la partie terre avec le maçon. Et lui, il va être accompagné par un maçon. Par exemple, on va mettre le maçon, il va être avec le maître d'ouvrage pendant 3 jours. Il va lui montrer comment faire ses enduits correcteurs thermiques intérieurs. Et après, le maître d'ouvrage va faire tout seul. Donc en fait, il y a une intégration de la pratique non professionnelle dans le chantier. Donc ça dépend des chantiers. Des fois, on le fait, par exemple pour les locaux ici, ça a été un chantier participatif ouvert sur 4 sessions d'1 semaine, vraiment ouvert à vraiment des non-sachants, des personnes qui n'avaient pas forcément lien avec le projet. Des fois, on va l'ouvrir, ça va être le maître d'ouvrage et quelques amis qui va venir faire une partie. Ou des fois, on ne le fait pas du tout. C'est vraiment, on s'adapte. Donc je dirais que c'est très important de ramener l'humain dans le chantier. Et que c'est une des raisons aussi pour laquelle on fait de la terre. C'est parce que c'est agréable et que ça permet aussi que tout le monde y trouve son compte. Alors sur la partie participative, la partie structurelle, c'est l'entreprise qui va prendre la responsabilité structurelle et nous aussi. C'est-à-dire que sur tout ce qui est structure, pose de grandes baies, construction de murs structurels, soit l'entreprise fait. Et de toute façon, il y a son assurance décennale et nous, on a l'assurance décennale, la nôtre aussi. Moi, je fais partie de la coopérative des architecteurs. J'ai expliqué à mon assureur ce que je faisais, je le connais personnellement. Et grâce à la coopérative aussi, ils ont pu me soutenir en fait, auprès de mon assureur. Donc, sur la partie structurelle, c'est Terra Architecture et l'entreprise de maçonnerie sous-traitante qui porte l'assurabilité du chantier. Donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément mettre des non-sachants pour faire des grandes ouvertures dans des baies ou des choses comme ça. Ils vont toujours être accompagnés par un maçon ou souvent c'est le maçon qui le fait. Le non-sachant, le maître d'ouvrage ou des personnes dans le chantier participatif, ils vont venir, on leur demande souvent leur aide pour tout ce qui est enduit correcteur thermique, des remplissages de cloisons en torchis par exemple, ça m'est déjà arrivé. On fait venir, on peut les aider pour le malaxage. Ça nous est déjà arrivé de faire venir le cheval pour malaxer la terre au pied du mur. Et puis la famille avec des amis vont mettre le remplissage torchis dans une ossature bois qu'on aura fait préparer par le charpentier en amont. C'est parce quand ils sont pas refermés. Donc là, je les ai posés les moustaches. C'est
un détail. En fait, ça va venir tenir le poteau et éviter qu'il tourne. Donc on se situe à Saint-Grégoire, hein, donc c'est une commune périphérique de Rennes. On est sur ce que je disais, c'est une zone agricole. Donc le bâtiment derrière moi, c'est une ancienne grange. On a fait tout un travail avec un permis de construire avec changement de destination pour transformer la grange en habitat puisqu'elle n'était plus utilisée. Et il y avait eu un premier permis de construire qui avait été refusé parce que le projet ne respectait pas suffisamment l'intérêt patrimonial puisque c'était un bâtiment qui était inscrit au patrimoine d'intérêt local. Donc nous, on est arrivés dans un second temps et l'idée c'était vraiment de transformer cette grange mais tout en lui conservant le cachet initial. Initialement, donc, on avait deux ouvertures qui étaient à la place des grandes ouvertures qu'on voit et elles étaient déjà symétriques. Donc on a proposé en fait de repartir sur un dessin symétrique de la façade comme elle était initialement en agrandissant les baies pour leur donner des formes d'ouverture un peu aspect porte de grange. Et donc c'est des grandes baies ouest, hein, donc il y a des BSO qui sont prévus pour le confort thermique d'été. Donc c'est pour ça qu'on voit des bandeaux en alu horizontal au-dessus. Et on a restitué aussi donc tout ce qui était aspect avec des bâtis anciens de l'époque de construction de la grange, donc avec les ouvertures en double carré de chêne posées sur des granites. Et l'extérieur qui n'avait jamais été enduit, donc on a retravaillé les extérieurs puisqu'il y avait des problèmes structurels avec des endroits où il manquait vraiment de la matière, donc il y a eu des adobes qui ont été posés en réparation et en ravalement, donc c'est un enduit avec de la terre qui va permettre de conserver cet aspect grange assez brut qui était là initialement. Sur la partie, donc ça c'est la partie qui était complètement en adobe, qui formait un U. De l'autre côté, en fait, c'était un vide qui permettait d'amener en fait les matériaux et de stocker, par exemple, de la paille. On a fermé avec une ossature bois. Ça a permis d'amener, en fait, de conserver le côté naturel et agricole et rural, tout en ayant une ossature récente qu'on a très bien isolée. Donc avec de la laine de bois en intérieur de cette ossature qui est de l'autre côté. Donc les architectes des bâtiments de France ont validé le projet grâce au respect et la restitution d'éléments patrimoniaux. Et on a travaillé nous beaucoup aussi sur le confort thermique des occupants, personnalisation. Pour trouver des artisans spécialisés en terre crue, on a beaucoup de chance en Bretagne parce qu'on a historiquement des maçons qui avaient quand même conservé certains savoir-faire, qui sont partis à la retraite maintenant, mais il y a eu une continuité, qui ont formé des jeunes. Donc voilà, il y avait quelques entreprises de maçonnerie, de restauration du patrimoine. Par exemple, je pense à Denis Maléjac ou encore à Gérard Lenain, qui dans les années 80, 90, 2000 ont continué à réhabiliter de façon respectueuse le bâti ancien. Le système de construction industrialisée, c'est un système normatif qui est basé sur les caractéristiques du matériau. La culture constructive en terre, pour la qualité, on va avoir besoin de normer plutôt le processus. Enfin, pas de normer, je dirais, d'avoir une qualité sur le processus de mise en œuvre. Donc en fait, on va plutôt avoir un processus, il faudrait plutôt qualifier le processus de mise en œuvre que le matériau en lui-même parce qu'il est extrêmement variable. On voit que la quantité d'argile, la quantité de grains, les types d'argile, en fonction même à 100 mètres l'un de l'autre, on a une variabilité du matériau qui fait que le caractériser et le normer, c'est compliqué, c'est pas forcément intéressant. Et justement, aujourd'hui, il y a toute une discussion sur la filière terre pour justement pour dire comment est-ce qu'on fait pour rassurer les assureurs pour pouvoir développer plus la construction terre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un matériau qui est toujours le même et comme ça les rassure et par contre du coup il faut le calibrer, il faut que ça soit fait dans des unités de production précises. En même temps c'est vraiment adapté à un type de construction parce qu'il y a des assureurs ou des systèmes constructifs où il faut que ça soit tout le temps la même chose parce qu'on ne peut pas s'adapter à chaque fois quand on a des grandes quantités à faire ou quand il y a des projets d'une telle ampleur.
Et d'un autre côté, il y a des personnes qui disent oui, mais ce qui est important, c'est de qualifier en fait la façon de faire, que c'est en faisant bien qu'on va avoir une bonne qualité, que c'est en sélectionnant bien sa terre, que c'est en adaptant par exemple le système constructif au type de terre, ou en ayant des processus de contrôle et d'autocontrôle tout au long des phases de mise en œuvre, qu'on va pouvoir atteindre une bonne qualité. Ces deux pistes-là, moi, de mon point de vue, je pense qu'elles sont intéressantes dans les deux cas et ça va être en fonction aussi peut-être des projets. Nous, à notre échelle, d'échelle de la maison, l'échelle de l'immeuble bâti ancien, à l'échelle de la réhabilitation, parce qu'on en fait beaucoup, ou alors des petites constructions neuves, je trouve que la solution de qualifier le savoir-faire du maçon, elle est très pertinente. Par exemple, ça passerait par des règles professionnelles. Ça serait pertinent parce que du coup, on pourrait faire des autocontrôles, on pourrait avoir toujours cette variabilité du matériau, de prendre le matériau du site ou légèrement un petit peu plus loin en fonction des cas, de voir s'il y a un camion de terre qui vient d'à côté, si on peut le récupérer, on fait l'essai de terrain et hop, on réutilise la terre. Maintenant, je comprends aussi qu'il y ait une filière qui souhaite plutôt avoir des matériaux qui vont être un petit peu plus toujours les mêmes pour pouvoir les mettre en œuvre à grande échelle sur des projets qui sont d'une autre ampleur. Donc je dirais que les deux pistes, moi j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aboutir. Les deux m'intéressent en tant qu'architecte. Donc la double carré de chaîne, c'est un système constructif qui a deux rôles. Donc elle va permettre de supporter la menuiserie. Très souvent, la carrée extérieure est légèrement plus petite que la carrée intérieure. Ça va permettre de poser les menuiseries en applique. Ce qu'il faut voir, c'est que le mur en terre, il va avoir tendance à être assez faible au niveau de l'arrachement. Donc sur la pose de la menuiserie, il faut qu'on ait un support. Il faut qu'on puisse mettre la menuiserie. Et on s'en rend compte aussi en construction neuve, c'est-à-dire qu'à frais, on monte la levée, on pose la carrée, et en fait, à frais, la terre est posée autour. Donc ça sert en fait, quand on est à frais, à tenir l'ouverture. Maintenant, c'est un des types d'ouverture en double carré qui était utilisé en Bretagne autour du bassin rennais. Ça a été énormément utilisé au 19e, début du 20e. Mais on a d'autres types d'ouvertures qui sont aussi très pertinentes. Par exemple, on a des linteaux simples avec juste des éléments en bois latéraux pour fixer les menuiseries, qui vont nous permettre d'absorber le tassement de terre, donc ça c'est vraiment intéressant. On a également, début 20e, on a vu des ouvertures qui se sont développées avec de la brique de terre cuite pleine, donc c'était des briques de terre cuite pleine à l'extérieur avec un linteau intérieur. Donc ça donne aussi une ouverture d'un niveau esthétique qui est assez intéressant. Et pareil, on va poser la menuiserie en applique. Et ça, donc ça c'est pour l'évolution. Et on a vu aussi, je reviens sur des parties plus anciennes, mais des ouvertures qui étaient beaucoup plus simples, sans ces habillages de carrés ou sans ces ouvertures soit en double carré de chaîne, soit en brique, qui ont tendance à beaucoup s'abîmer avec le temps. En fait, c'est-à-dire que l'angle vif en terre, l'angle, il a tendance à s'abîmer un petit peu. On a développé avec Olivier Galland, au niveau de la gare de Dinan, des solutions où les linteaux sont cachés, on ne voit plus du tout les éléments en bois structurels. Donc voilà, ça évolue constamment, mais c'est vrai que la double carré de chaîne, c'est une base d'exemple qui a été très longtemps utilisée en Bretagne, qui fonctionne bien, c'est rassurant. Et puis on a une demande aussi des architectes conseils des communes pour restituer ces éléments patrimoniaux. C'est que très souvent l'architecte conseil il va nous demander sur une ouverture de restituer des doubles carrés de chaîne. Parce que ça fait partie du paysage, de la façon dont c'est construit. Donc ça, voilà, le vernaculaire, le côté rassurant aussi structurellement et le fait que les architectes conseils nous le demandent, tout ça fait qu'on en voit beaucoup. Quelles sont les principales pathologies du bâti ancien ? Déjà, je trouve que les pathologies, c'est des sources d'informations très importantes pour la construction neuve. Donc vraiment, d'être souvent sur le terrain à voir les pathologies, c'est très instructif. Donc très souvent, on va avoir des pathologies dites humides. Donc très souvent, avoir des pathologies liées à des excès d'humidité. Donc souvent, je répète ça aux propriétaires ou aux maîtres d'ouvrage, bonne botte, bon chapeau. Clairement, avoir une couverture qui fuit ou des gouttières qui ne sont pas raccordées, ça crée des problèmes sur les bâtiments en terre, également sur les charpents de bois qui sont associés. Donc c'est vrai quand on a un chaînage en tête de mur qui est plein d'eau et le bois se désagrège, le mur tient moins bien ou après il peut être abîmé avec de l'eau. Donc
Bon chapeau, très important, et bien évacuer l'eau de pluie, avoir une bonne toiture bien entretenue, déjà des éléments vraiment pour la pérennité du bâti essentiels. Ensuite, on a aussi souvent des remontées capillaires, donc on peut avoir des remontées d'humidité liées au sol. On a beaucoup de pathologies qui sont liées à des mauvaises pratiques d'entretien. On a eu beaucoup, malheureusement, d'enduits ciment très imperméables qui ont été posés sur les maisons en terre à partir du milieu du XXe siècle. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on est sur une zone humide, parce qu'il y a des remontées capillaires ou parce qu'il y a peut-être un solin de cheminée qui est fuyard, il y a un petit peu d'eau qui rentre par la cheminée, ça arrive couramment. À partir du moment où l'eau rentre par là et qu'on a un enduit ciment et que la terre ne peut plus sécher, on a des risques de pathologie. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises de venir faire de la reconstruction suite à des effondrements. Effondrements de pignons à cause d'un excès d'humidité lié à des mauvaises pratiques d'entretien. On a des remontées capillaires aussi qui sont souvent renforcées par l'imperméabilisation des sols autour. Que ce soit le sol intérieur, la dalle, donc dalle béton, ou le sol extérieur, ça peut être du bitume. Donc l'imperméabilisation des abords va renforcer les remontées capillaires dans le mur ancien en terre et aggraver ces remontées capillaires qui peuvent causer des dégâts, d'autant plus s'il y a un enduit ciment. Donc je dirais vraiment sur le bâti ancien, être très vigilant à une bonne gestion de l'hygrothermie. Faire que le mur sèche bien, avoir des abords qui soient perspirants, très important. Donc la question c'est comment on peut faire pour loger aussi les habitants dans les villes avec l'architecture de terre. Donc moi j'ai tendance à regarder donc le patrimoine. Donc sur le centre-ville de Rennes, on a des exemples en torchis. Donc c'est une ossature porteuse en chêne avec des remplissages en terre, des enduits de terre, qui va permettre de monter assez haut avec des murs relativement fins. Et l'intérêt aussi de l'ossature bois associée à la terre, c'est tout ce qui est préfabrication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu urbain, on a très peu de place et qu'il faut que ça soit assez rapide. Donc ce qu'ils faisaient les anciens, c'est qu'il y avait l'atelier de charpente, ils allaient préparer en fait en amont les bois, les numéroter en fait avec des traits de charpentier, et après c'était monté sur le site du chantier. Les remplissages en terre venaient dans un second temps avec des enduits intérieurs. Donc ça, c'est l'exemple pour loger beaucoup en centre-ville avec des matériaux, je dirais, locaux et écologiques. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a à Rennes, qu'on a aussi dans d'autres villes. L'association en fait, de la terre avec des matériaux de structure, que ce soit le bois ou autre, moi, ça me paraît très pertinent. Comme l'association de la terre avec des fibres naturelles pour avoir une isolation thermique performante. Donc je dirais que sur la massification de l'habitat, voilà, associer la terre avec du bois, avec des fibres naturelles, sur des filières sèches, ça me paraît être pertinent pour l'avenir. Nous, en tout cas, sur tout ce qui est construction neuve et extension, on se dirige dans cette direction-là, tout en gardant le respect des artisans et intégrer aussi le côté chantier participatif, intégration du maître d'ouvrage. Alors c'est sûr qu'à plus petite échelle, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est en direct avec le maître d'ouvrage. Quand c'est des grandes opérations où on ne connaît pas encore personnellement les futurs occupants, c'est peut-être moins évident, mais je pense qu'il y a plein de solutions et plein de pistes à explorer qui sont très, très intéressantes.